9h21, bienvenue sur Sud Radio et à Sonia Mabrouk, aussi journaliste à Europe 1, on peut le dire, hein, CNews, avec ce livre Insoumission française aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Oui. Bonjour à vous. Oui, bonjour Sonia Mabrouk. Alors c'est un livre d'engagement, engagement pour certaines valeurs de la France républicaine. Est-ce que vous n'avez quand même pas le sentiment que vous outrepassez finalement votre rôle de journaliste, et là on est en plein dans le débat en fait actuel, avec de telles prises de position? Alors ça dépend ce qu'on entend par outrepasser et le rôle de journaliste. Pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui est d'emblée engagé, mais pas engagé avec une étiquette politique. Moi, mais je vous le dis modestement, mes références, c'est à la fois Jean Daniel, Jean Lacouture, pour des combats extrêmement différents, bien sûr, et selon l'époque et l'histoire, et qui ont été des journalistes engagés, qui ont écrit, qui l'ont dit à l'antenne, qui l'ont pas caché. Et moi, je préfère avancer sans masque et dire voilà, quel combat, entre guillemets, mais je pense quand même qu'il y a une majorité de Français qui les partagent, et que ce soit transpartisan. C'est ça un engagement. Oui, mais après, c'est compliqué de faire des interviews aussi de façon peut-être un petit peu plus neutre. Quand vous faites l'interview de la responsable de l'UNEF, évidemment, sur les réunions racisées, comment vous l'abordez dans ces conditions? Parce que vous prenez position à travers votre livre. D'abord, elle a demandé un droit de réponse. Donc ça, j'y réponds. Et je trouve que ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire que j'avais interviewé juste avant la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, et la présidente de l'UNEF appelle en disant moi je veux réagir. À partir de là, je dis très bien, mais vous allez réagir sur ces sujets sur lesquels vous êtes mis en cause, en tous les cas sur lesquels vous devez vous expliquer. Et puis à partir du moment où quelqu'un en face dit qu'il y a en France des réunions en non-mixité raciale, je vous préviens que c'est une discrimination. Donc ce qui devrait frapper les gens, en tous les cas les interpeller, c'est pas parfois le ton d'un entretien, mais c'est plutôt ce qui est dit. Et ça, c'est une discrimination qui a été comme ça dite en direct à l'antenne. C'est ce qui a provoqué ensuite les remous. Est-ce que c'est politique en fait? Est-ce qu'on peut considérer que c'est politique? Tout est politique. Oui, ou pas du tout politique. Qu'est-ce qui est un engagement? Moi, la politique, c'est la vie de la cité. À partir du moment où en fait vous touchez ce qui peut changer dans la vie des gens, mais pas là, je parle pas d'un quotidien, mais tout simplement dans des engagements. Oui, c'est de la politique, mais c'est pas un gros mot. Et les journalistes peuvent faire de la politique au sens d'engagement. Alors voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque de confusion là actuellement? Quand on voit le passage à la politique d'un journaliste de LCI, Philippe Ballard, passé au Rassemblement national, mais vous savez très bien, Patrick Roger, que ça dure depuis des années. Vous avez tellement d'exemples, Laurent Saïm, Claude Sérillon, Bruno Roger Petit, Noël Mamère, etc. Il y en a eu. Et ça, ce sont des gens... quand on fait un voyage, d'ailleurs, normalement, ça devrait être sans retour. Ça devrait être sans retour. Ça devrait être sans retour. Mais bon, quelle que soit l'étiquette politique qu'ils rejoignent, ce sont des gens qui claquent la porte aussi d'un média, donc dont acte. On peut quand même avoir une vie après avoir été journaliste, mais il faut le dire. Moi, j'avance pas masqué, et ce sont pas des sujets que j'estime être, pris en otage par un parti ou un autre. Enfin, je l'espère. Sinon, c'est grave. Il ne faudrait pas le laisser à un parti. C'est intéressant parce que ça permet, je pense que ça intéresse beaucoup les auditeurs. Et du coup, on rentre un petit peu aussi dans les coulisses. Est-ce que vous trouvez qu'il y a justement des débats politiques au sein des rédactions? Il y en a trop, pas assez, ou justement? Écoutez, parfois on dit que il y a j'aime pas le mot islamo-gauchisme, mais moi je parle des islamo-compatibles, puisque malheureusement il y a eu des compromissions, justement, quelles que soient les étiquettes politiques. Mais je pense que dans les médias, il faut avoir moins de pudeur de gazelle, si je puis dire, à aborder certains sujets. Et qu'aujourd'hui, quand vous faites un entretien sur ce sujet, ça paraît être quelque chose de particulier, d'exceptionnel, et on vous dit que vous portez un combat. Mais non, je vous rappelle qu'on parle de choses qui ne devraient pas exister. On dénonce des compromissions. Et moi, quand on me dit, mais vous êtes engagé, mais je suis engagé sur quoi? La norme, c'est pour ça qu'il y a une inversion des normes. La norme, c'est qu'il n'existe pas des réunions en non-mixité raciale. Et le problème n'est pas la question que l'on pose, c'est la réponse qui est apportée. Alors après, malheureusement, ça peut entraîner parfois des réactions qui sont épidermiques, en particulier par la présidente de l'UNEF ou d'autres. Mais moi, je pense que c'est l'essence même de l'engagement. Et pourquoi on n'ose plus aujourd'hui dire qu'on est patriote, en fait? Pourquoi c'est un gros mot? Justement, par rapport à ce que vous dites, parce qu'il a été pris en otage, il a été accaparé. Il y a une histoire avec Vichy, bien sûr. Il y a une histoire avec Vichy, mais de toute façon, l'histoire doit être prise d'un bloc. Mais ça ne veut pas dire... Moi, ce qui m'a toujours interpellée, c'est que dans d'autres pays, en particulier un pays où je suis née, on peut dire qu'on aime son pays sans qu'il y ait un problème. Et pourquoi on ne pourrait pas le dire en France? Est-ce qu'être patriote, évidemment, ça a été repris, vous avez rappelé l'histoire, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le laisser. Moi, je suis patriote au sens, j'allais dire... Il faut reprendre ces mots, justement, pour qu'ils soient plus... Mais évidemment,
vraiment noble du terme, et j'espère qu'ils ne sont pas confisqués aujourd'hui, et surtout ne pas les laisser. Oui. Et vous voulez contribuer au débat. Pourquoi alors? Parce que vous parlez d'un renoncement civilisationnel. Civilisationnel. Ah, ben, j'arrive pas à le dire. Depuis ce matin, je n'arrive pas à le dire. Pourquoi il y a un problème sur ce sujet? Parce que qu'est-ce qui est menacé selon vous? Mais écoutez, l'objet de ce livre, c'est d'essayer d'expliquer en tous les cas, puisque parfois on a dit que ça venait des États-Unis. Moi, je pense qu'il y a une spécificité française par rapport à des thèses dites intersectionnelles. De quoi on parle? On parle d'un nouvel antiracisme, d'un néo-féminisme, mais vraiment radical, d'une écologie aussi. On parle de radicalité, c'est-à-dire pousser à l'extrême certaines idées. Et malheureusement, tous les tenants de ces thèses-là, de ces idéologies, veulent, ou disent en tout cas qu'ils veulent rassembler, mais en excluant. Moi, je pense modestement que quand vous voulez rassembler, là je reprends encore une fois l'exemple des réunions non mixtes raciales, comment vous voulez, Patrick Roger et Cécile de Ménébus, lutter contre une discrimination si l'autre déjà, dont vous pensez qu'il est l'auteur, et parfois c'est le cas, vous l'excluez. Mais comment bâtir un projet commun? Ça devrait être l'essence même d'un sujet, d'un projet, que de partager ses différences. Parce qu'on vous répond que c'est ce qui se faisait aussi par avant de l'autre côté, quoi. Donc finalement, pour pouvoir avancer, il est mieux d'être regroupés ensemble. Dès que des femmes abordent ensemble des problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie, par exemple. Quoi. Justement, je voulais y venir, parce que des femmes ensemble, non, il y a même des clivages, c'est les femmes. En fait, vous parlez vous revenez sur certains mouvances féministes qui opèrent des soutiens quand ça les arrange. Vous revenez d'ailleurs sur ce tri lâché, la philosophe Sylviane Agacinski qui a été aussi lâchée. Et en fait, même entre femmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas soudés. Mais c'est ça ce qui était l'exemple. Écoutez, pour vos auditeurs, j'avais reçu Alice Coffin, qui est l'auteur du Génie lesbien, et avec qui j'ai vraiment un débat d'idées, et une confrontation, une émulation sur les idées. Et ce jour-là, quand on l'avait reçue, elle avait dit autour des hommes qu'il fallait les éliminer symboliquement. Elle a été exclue d'un institut où elle enseignait, et je lui dis c'est une forme de censure et on peut s'en émouvoir. Mais je dis mais est-ce que de la même manière, est-ce que vous condamnez la censure dont a fait l'objet Sylviane Agacinski, la philosophe, parce qu'elle-même, dans une université à Bordeaux, elle n'a pas pu venir, tout simplement parce qu'on lui reprochait ses idées et ses positions anti-PMA. Il n'y a pas eu de réponse. On ne peut pas, si vous voulez, faire un tri entre les victimes qu'on défend quand on porte une cause aussi noble que le féminisme, que l'antiracisme, etc. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement, quelle que soit la couleur de la victime, sa confession, etc., son parcours, la défendre. Sinon, vous n'êtes pas sincère dans votre cause, me semble-t-il. Allez, on va revenir sur vos appels. Oui, avec vos appels dans un instant. Sonia Mabrouk, Insoumission française. Donc, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et ça a suscité déjà beaucoup de réactions, votre livre, dans la presse. On va aussi en parler dans un instant. Au 0826 300 300, on vous attend. On revient dans un instant. C'est le grand matin jusqu'à 10h. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménébus. Il est 9h30, dans un instant, vos appels 0826 300 300, il y a du monde pour vous, Sonia Mabrouk, au téléphone. Insoumission française des éditions de l'Observatoire. Oui, alors votre livre et vos engagements qui suscitent des articles dans la presse. Alors il y avait eu Le Figaro Magazine, notamment, avec un portrait, et puis l'article de Libé qui a suscité aussi pas mal de réactions, parce que c'était un article à charge, critique de Libé. L'égérie de la droitosphère, je reprends précisément, fille de la bourgeoisie tunisienne, au brushing à la Fox News, qui rosit des compliments de ses mâles et pas le mentor. J'ai vu que vous aviez réagi sur Twitter par un petit trait d'humour en disant que vous n'aviez pas le temps, parce que vous aviez votre brushing à faire, de répondre, c'est ça. Mais sur le fond. Oui, vous dites portrait à charge. Je ne m'attendais pas à autre chose, et d'ailleurs, c'était presque, non pas un accord tacite, mais c'était évident de la manière dont l'entretien s'est passé. Je savais, et c'est pour ça que j'ai accepté, parce que l'idée, c'est ce que je dis, franchement, très sincèrement, c'est de pouvoir discuter du fond, de voir où il y a des points d'achoppement, il peut y en avoir, et des divergences essentielles. Maintenant, c'est ce que je dis, c'est que je n'accepte pas les coups sous la ceinture, tout simplement. C'est-à-dire que sur le fond, allons-y, et chacun a ses arguments pour se battre, mais franchement, je veux dire que après des années à travailler, à essayer de produire des choses, rappeler, un brushing ou quelque chose d'autre, je pense que c'est pas à la hauteur. Franchement, c'est pas un peu déplacé. C'est pas un peu déplacé. C'est-à-dire que c'est pas un peu être dans cette position de parler victime, de brushing à une journaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je trouve ça débile, crétin en fait. Ah oui, qu'on s'attaque comme ça à l'image, bien sûr. Est-ce qu'on aurait fait la même réflexion à un garçon, sans parler de... J'ai du mal à faire un brushing. Voilà, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas assez de matière. 0826 300. Parlons vrai, c'est Sud Radio. Vos réactions. Et c'est Yamina qui est avec nous. Bonjour Yamina.
Oui, bonjour Cécile. Oui. Merci, bonjour. Alors, d'abord, je vous remercie de me prendre à l'antenne. Et puis, je suis très contente d'être aujourd'hui à l'antenne parce que j'ai une admiration pour Sonia Mabrouk, pour sa bienveillance, pour son intelligence et pour son livre, son livre que j'ai dévoré en l'occurrence, et avec qui, je partage tout ce que Sonia Mabrouk a écrit, et je la remercie énormément de mettre les mots sur les mots MAOX, dont souffre la France aujourd'hui, dont souffre notre pays aujourd'hui. Et de dénoncer tout simplement ces fossoyeurs de la France, tout simplement ceux qui menacent la France. Les courants sont nombreux et vous les avez brillamment décrits et identifiés justement et déconstruits leur totalitarisme. Moi, je les appelle des totalitaires en l'occurrence. Eux se veulent les défenseurs de liberté, hein, Yamina. Oui, mais quand on n'est pas, qui divisent, justement, ils divisent le monde en des gens bien, en des bons et des mauvais, ont des méchants et des victimes, et ça c'est pas possible parce que sinon c'est tout simplement ouvrir la voie à des conflits qui seront de plus en plus violents, puisqu'ils font de toutes les minorités les victimes à vie, et des blancs, particulièrement des blancs, les tortionnaires à vie aussi, et dans l'obligation leur est donnée de s'excuser éternellement, et c'est ce que font malheureusement une certaine élite, que ce soit politique ou intellectuelle, face à ces totalitaires. Donc face à ces totalitaires, et c'est très bien d'avoir des Sonia Mabrouk, des Malika Sorel, des Mathieu Bocoté pour défendre. Est-ce que vous dites aussi, c'est bien d'avoir Malika Sorel ou Sonia Mabrouk aussi, parce que ce sont des personnes qui sont d'une autre origine aussi. C'est ce que vous voulez insister là-dessus ou pas? Non. Alors, je pense que vous les citez toutes les deux, notamment, quoi. Oui, absolument. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, et heureusement, ça donne de l'espoir en fait. Mais je pourrais citer aussi la tribune des militaires, qui rencontre un grand succès quand je vois que 73% des Français, dans le sondage de LCI de ce matin, 73% de Français partagent ce qui a été dit ce qui a été écrit dans la tribune des militaires. C'est un autre. Alors c'est un autre sujet. Je pense que ça va. Je pense très sincèrement que c'est la même chose, puisqu'après tout, les livres des personnes, en tout cas les écrits et les livres des personnes que j'ai cités vont dans le sens comment dire, c'est des lanceurs d'alerte pour dire attention, il y a un délitement, il y a un danger civilisationnel qui guette la France, et qu'il va falloir résister et réagir, et très vite. Mais le général Trinquant, qui était avec nous tout à l'heure, même si il condamne en tant que tel la tribune, sur le fond d'ailleurs, il dit oui, il y a quand même un problème en France, il l'a reconnu. Est-ce que Yamina, vous avez une question précise aussi à poser à Sonia Mabrouk? Profitez-en, parce que justement elle est là et elle peut répondre à toutes vos questions. Alors, moi j'aimerais juste l'interpeller sur quelque chose dont, d'ailleurs je suis d'accord avec elle, que l'une des solutions à opposer justement à ces totalitaires est la désinhibition justement du patrimoine culturel, mais aussi des valeurs, du socle de valeurs chrétiennes de la France. J'aimerais lui poser la question, j'aimerais lui demander d'aller plus loin, parce que je suis entièrement d'accord avec elle. Je suis moi convaincue que seule la laïcité, auquel on y tient énormément, et moi aussi je suis une Française de désir et ne pas de souche, et j'adore cette expression que Sonia Mabrouk a employée, mais aussi que Philippe de Villiers. Je suis une Française de désir et j'aime la France comme pas possible, et je suis d'accord avec elle, il faut désinhiber justement les chrétiens de France, ou en tout cas, votre question, Yamina. Refaire parler ces valeurs-là. Et je voudrais lui demander comment s'il faut qu'elle aille un peu plus loin dans l'idée qu'elle a esquissée dans son livre pour ce point-là, en l'occurrence désinhiber, remettre devant de la
Bonjour Yamina. Oui. De la France. Merci, merci d'abord pour tout cet exposé. Oui. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Effectivement, d'abord juste une précision. Ce qui est à dénoncer à travers tous ces tenants de ces thèses-là, c'est l'assignation à résidence en fait en fonction de vos origines, de votre couleur de peau, etc. C'est ça ce qui est terrible, c'est que si vous parlez matin, midi et soir de la race, vous ouvrez un dictionnaire, c'est la définition d'un raciste, tout simplement. Donc vous actez de cela, alors que l'objectif pour faire du commun, c'est de lutter contre les discriminations. Maintenant, pour aller sur le sujet précis que vous évoquez, Yamina, c'est-à-dire une désinhibition en fait en réalité de ce que nous sommes. Moi, ce qui m'a toujours frappé quand je suis arrivée en France, c'est une forme de tabou, de honte à évoquer les racines chrétiennes de la France. Je me dis pourquoi ne pas pouvoir évoquer cela, et pouvoir évoquer les racines chrétiennes de la France, c'est pas quelque chose qui est contre les Français de confession musulmane ou d'autres origines. Au contraire, c'est rappeler une identité. Ça ne veut pas dire qu'elle est fermée, ça ne veut pas dire qu'elle est figée, c'est rappeler une histoire. D'abord aussi, on pourrait dire les racines d'ailleurs judéo-chrétiennes de la France, et on ne devrait pas, et il faut arrêter de croire ceux qui disent que c'est contre d'autres Français, que ça divise. Au contraire, c'est rappeler une vérité historique, culturelle qui existe dans le respect de la laïcité. Et je pense que ceux qui sont porteurs de cette culture-là, depuis des générations, devraient le faire de manière plus ouverte, dans le respect de la laïcité. Mais c'est en prenant cet héritage-là, en l'acceptant, c'est ce qui vous avait frappé en arrivant en France, quoi. Oui, c'était le débat. Ça reste toujours le débat politique interdit. Pourquoi évoquer les racines chrétiennes? Ce serait porter un coup à d'autres Français qui viennent d'autres horizons et qui portent une autre culture ou religion. Mais pas du tout, au contraire, puisque les autres... On peut très bien aussi avancer sans aborder forcément et revendiquer les racines chrétiennes. Justement, là, c'est pas une revendication, mais là, rien que le fait de l'évoquer, on n'en est pas à l'étendard, évidemment, mais rien que le fait que l'évoquer aujourd'hui, vous êtes taxé, vous êtes extrême droitisé, vous êtes zémorisé. Pourquoi ? Et est-ce que vous avez senti une évolution? Alors, vous êtes arrivé en France il y a combien de temps? Une vingtaine d'années. Vous avez vraiment senti une évolution de la France par rapport à ce que vous avez connu quand vous êtes arrivé ici de Tunisie et la France d'aujourd'hui? Mais oui, j'ai parfois l'impression, et c'est pas du tout une position de donneur ou de donneuse de leçons, mais vraiment j'en suis incapable, mais c'est qu'il faut parfois peut-être venir d'ailleurs pour rappeler la singularité, l'exception de ce pays, sans rien cacher de ce qui ne va pas, sans rien cacher de la lutte contre les discriminations. Mais pourquoi faut-il à chaque fois avoir honte de dire tout simplement ce qu'incarne ce pays, sa culture, sa singularité civilisationnelle et aussi l'idéal? Est-ce que vous sentiez du racisme, pardon, et Cécile dans un instant, est-ce que vous sentiez du racisme en France aussi quand vous êtes arrivé? À mon endroit, il y a eu quelques épisodes, je l'ai évoqué d'ailleurs quand on m'a posé la question, c'était la première fois que j'allais présenter une émission de télévision il y a déjà une quinzaine d'années, on me dit mais tu as un accent. Et je lui dis de quelle région française? Bon voilà, je crois que c'est dit. Vous dites que c'est pas au pays d'accueil de se soumettre aux cultures des arrivants, en fait. Non, c'est pas... vous avez dit le mot, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait ni soumission, ni une compétition. En réalité, on arrive avec un bagage culturel, ce qui a été et ce qui est toujours mon cas. Et moi, je suis d'ailleurs, c'est une différence avec d'autres, je ne suis pas pour l'assimilation. Parfois, c'est un débat. Vous faites une nuance d'ailleurs entre assimilation et parce que l'intégration, je ne vois pas pourquoi il faudrait... Parce que l'assimilation, quand même, suppose que vous prenez ce bagage-là et vous le mettez de côté, ce qui est aussi le cas pour l'intégration, mais qu'il y a une forme de... Il faut le cacher, il faut vraiment le remplacer, une forme de remplacement. Je ne crois pas. Je crois, et c'est ça ce qu'on devrait prouver, c'est qu'on peut apporter cette culture. Parfois, c'est un bagage culturel et religieux et qui peut s'adapter avec les valeurs de la République. Et ce n'est pas... Et faire croire qu'il faut cette injonction à l'assimilation prouverait qu'au contraire, vous ne pouvez pas venir avec votre culture et qu'elle serait incompatible avec les valeurs de la République. L'un ou l'autre, donc déjà, il y a un problème. Moi, je suis plus pour un devoir d'intégration. Certains disent que de toute manière, c'est trop tard pour l'assimilation aussi, quoi. Donc bon, vous dites de toute manière, non, c'est pas ça. Si c'est trop tard, nous ne serions pas tous là à parler de l'avenir. Non, bien sûr. 0826 300 300. Oui, c'est Patrick qui nous appelle de l'Aude. Bonjour Patrick. Oui, bonjour à tous. Oui. C'était très intéressant. Tout ce que j'entends, je trouve ça très intéressant concernant en fait ce petit clin d'œil finalement à l'histoire judéo-chrétienne ou aux valeurs chrétiennes ou cette représentation que la France aurait oubliée. Ce que je pense profondément. Oui. Dans le sens qu'aujourd'hui la République a fait en sorte de mettre tout ce qui est religieux de côté, de sorte que finalement il y a un vide qui s'est installé sans aucun doute.
Je tenais aussi à préciser un élément que ce petit retour finalement à une pensée religieuse permettrait à certains de se rappeler un peu finalement que la Vierge Marie, c'est quelqu'un qui a été très, très respecté. Et c'était une femme qui portait un voile. Et que de ce fait-là, justement, on pourrait se questionner pourquoi finalement tant d'acharnement sur nos compatriotes musulmanes. Sur le voile, qui ne font que vivre leur vie simplement, qui ne demandent rien, qui ne cherchent pas à imposer quoi que ce soit, contrairement à ce que l'on dit, puisque à chaque fois qu'il leur est opposé le fait de dire oui, vous voulez nous imposer votre religion, non, elles vivent leur religion, tout simplement comme c'est permis par les conventions internationales, comme c'est permis par la Constitution, qui rappelle qu'on ne peut pas être inquiété pour ses opinions, sa pratique religieuse. Et notamment essayer de prendre conscience qu'on est en train de faire n'importe quoi et que c'est une sorte de reniement finalement. Oui, quand on s'attaque au voile. Est-ce que, Patrick, vous avez une question? Et effectivement, c'est une bonne réflexion. Et je pense que Sonia va réagir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Mais une nuance, Patrick, bonjour à vous. Sur le religieux, alors moi j'emploie plutôt, et on peut échanger à ce sujet, c'est le sacré. Et d'ailleurs, c'est le théologien Henri Lebas qui a dit qu'il y a une atrophie du sacré. Le sacré, c'est quelque chose qui est débarrassé parfois de ses oripeaux religieux. C'est pour ça que ça rassemble. C'est quel que soit. On peut être aussi non-croyant, c'est croyance, etc. C'est à travers un tel projet, parce que le sacré, ça peut être une certaine idée de la France. Et c'est ça ce qui rassemble. Vous avez tout dit, vous avez dit le vide. Mais aujourd'hui, moi j'estime que depuis des années, on nous vend une forme de progrès. Le progrès, c'est bien, évidemment, quand il s'accompagne d'une meilleure façon de vivre et d'une amélioration et d'un ascenseur, comme on dit, social. Mais le progrès aujourd'hui, à tout va, à tout craint, nous a conduit à une forme de civilisation du vide. Et je trouve que c'est vertigineux. Et qui mettent un peu de sacré dans le sens de sacraliser quelque chose, de la respecter son pays sans jamais occulter ce qui ne va pas. Il y a une forme de, j'allais dire, on peut remplir l'âme humaine, un peu les esprits, et puis... Patrick, vous voulez compléter et poser votre question? Moi, dans ce cadre-là, je veux dire une chose très simple, ça va rejoindre un peu la position, vous savez, un peu de certains généraux, etc. Moi, j'ai assisté à une époque, il y a quelques années, il y avait une conférence donnée avec les membres de la sécurité intérieure, avec David Boubacar, tout un tas de gens sur le secteur de Montpellier. Et quelqu'un avait pris la parole et avait dit une chose très intéressante. Il avait dit, écoutez, si à un moment donné, nos compatriotes de confession musulmane vivent leur vie et leur pratique religieuse pleinement dans le pays, ils vont dire, ce pays c'est le mien et je me battrai et je mourrai pour lui. Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, la discrimination qui est faite à l'égard notamment de nos compatriotes musulmans et tout un tas de discriminations qui existent dans ce pays, que ce soit aussi pour des questions racialistes ou autres, font que, effectivement, il y a des gens qui trouvent pas leur place. Parce que finalement, en fait, on leur donne un élément où on dit, voilà, toi, tu vas avoir telle catégorie sociale, tu vas faire ceci ou cela. Sonia Mabrouk, Et si tu es visible, à un moment donné, tu vas déranger. Il peut y avoir, et il y a des discriminations ponctuelles qu'il faut combattre, qu'il faut dénoncer, etc. Mais me semble-t-il, il n'y a pas du tout un système ni une forme de mise à l'écart, évidemment, des Français. Moi, je parle de population musulmane plus que etc. Me semble-t-il, aucune loi, aucune mesure, aucun cadre dans notre pays ne renvoie à cela. Peut-être qu'il peut y avoir, peut-être que vous connaissez. Il y a eu de la discrimination, quoi. Oui, mais c'est pas un système général. C'est pas un système, quoi. Non, ça fait une très grosse différence. Et je pense que la France reste un pays vraiment où il n'y a pas ni ce racisme systémique, ni cette islamophobie que certains dénoncent. Je pense que vous n'étiez pas sur cela, Patrick. Mais écoutez, honnêtement, moi je dirais oui. Il y a un système comme ça. Vous pensez qu'il y a un système comme ça? Vous voulez que je vous dise une chose? Moi, ça apparaît peut-être pas à la majorité des Français parce qu'ils ne sont pas concernés. Et c'est un peu comme tout. Vous savez, vous voyez la réalité de l'hôpital, c'est quand vous avez quelqu'un de malade et là vous vous rendez compte, il y a beaucoup de gens malades, il y en a qui souffrent, etc. En réalité, c'est pareil. C'est-à-dire, tant que les gens sont dans une classe normale, c'est-à-dire qu'ils font partie de la majorité, ils ne voient pas la réalité. Ce sont les minorités qui voient finalement la difficulté à émerger, à avoir leur place, etc. Et honnêtement, c'est l'État qui a mis en place tout ça. Je ne pense pas que les gens aujourd'hui... Oui, mais l'État... Par rapport au Burkini, par rapport à toutes ces choses-là. Je veux dire une chose, en réalité, ça concerne que la personne qui le fait, qui porte ce type de vêtements pour aller se baigner, ce genre de choses. Ça dépend quel caractère vous donnez à ce vêtement. Pour des raisons électoralistes, ou soit parce qu'effectivement, ils sont profondément islamophobes, à savoir, à un moment donné, ils ont une volonté de
de dire la France, elle est blanche, catholique, elle doit le rester, elle restera comme ça éternellement, et on va empêcher toute personne de pouvoir finalement s'intégrer de manière réelle. Et l'intégration de ce côté-là, elle n'est pas accomplie, parce que l'intégration, c'est des deux côtés. Il y a des gens qui bossent comme des fadas pour avoir une place, et à un moment donné, on leur dit non. Alors, Patrick, Sonia Mabrouk va vous répondre. Ceux qui travaillent, d'ailleurs, quelle que soit leur confession, évidemment, dans ce pays, je veux dire, ont les mêmes chances, sauf qu'il y a, et ça vous avez raison, il peut y avoir des discriminations ponctuelles, mais vraiment, moi, je rejette en bloc et en force un système, parce que vous ne trouverez pas une loi en France qui permet de dire ou d'étayer ce que vous dites. Et fort heureusement qu'il y a aujourd'hui des gens qui vous disent que même si vous, c'est une liberté de considérer que pour vous, le voile n'a pas de consonance politique, bah pour certains, et ça dépend, mais parfois, oui, il peut être porté, parfois, je dis, mais il peut être porté comme un étendard, et ça, il faut avoir la liberté de le dire. Et de le dire ainsi, ce n'est pas du tout une forme de stigmatisation, c'est une réalité. Et vous ne pouvez pas faire aujourd'hui comme si ce pays, la France, était une île. Vous savez, quand vous parlez aujourd'hui en France, il y a des gens en Iran, des femmes ou ailleurs, en Tunisie, etc., qui vous écoutent et qui, pour ces femmes-là, elles peuvent considérer que le voile a une autre signification que pour vous qui le voyez de manière totalement neutre. Vous voyez, juste essayer de prendre en compte cette complexité, tout simplement. Oui. Oui, mais chaque pays est différent, c'est pas les mêmes cultures. Oui, mais la France a quand même une image un peu plus universelle et un devoir par rapport à cela. Non, il n'y a pas d'universalité dans le monde, je suis désolé, madame. Chaque culture... Non, je parle de la France. Non, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas un rayonnement qui fait que toute notre civilisation, elle est celle qui doit briller à travers le monde et s'imposer à tous. Je suis désolé. Il y a des gens dont certaines pratiques que nous avons ici en France, c'est quelque chose qui est choquant pour eux. Et d'autres qui peuvent nous choquer à nous. Et si c'est une question de culture, justement, de connaissance des civilisations et d'échange. Monsieur, vous arrivez dans un pays qui a une certaine culture, une certaine histoire, et vous le respectez sans rien renier, tout simplement. Vous êtes dans un pays de droit et un pays de devoirs également. S'il y a des droits, il doit y avoir des devoirs et ça paraît consubstantiel. Vous ne pouvez pas venir dans un pays où vous avez les libertés, où vous avez tous les droits et qu'on ne vous réclame aucun devoir de manière extrêmement raisonnée et sans aucune stigmatisation. Allez, conclusion avec vous. Oui, bien sûr que les gens ont des devoirs, mais ceci étant, à un moment donné, on revient aujourd'hui, comme si on était dans les années 86. Moi, vous savez, j'ai 50 ans, j'ai connu l'histoire de la marche pour les beurs, etc. J'étais un peu jeune à l'époque, mais j'ai quand même baigné dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on revient à cette époque, à savoir finalement, les gens qui étaient arabes à l'époque, qui souffraient de discrimination raciale parce qu'ils étaient arabes, dans la mesure où la loi est arrivée en disant c'est interdit d'être raciste et c'est répréhensible. Aujourd'hui, en fait, toute cette mouvance-là a décalé le sujet sur la question de l'islam, en fait. Ça revient toujours pareil, hein, c'est toujours les têtes d'arabe. Alors, c'est peut-être pas tout... Je vous donne un exemple très rapidement. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de ce père de famille qui s'est failli se faire écraser par quelqu'un qui l'a traité de bico. Et à un moment donné, en fait, qui a manifesté sa haine, finalement, des gens qui sont arabes. Parce que c'est un gars qui, visiblement, il est chrétien, il est bien intégré, il a une vie de famille, il est tranquille. Et à un moment donné, il vient de se faire importuner par un type comme ça. Monsieur, c'est vrai, mais il peut y avoir aussi des... Il y a forcément. En conclusion, Sonia. Moi, j'ai une toute autre vision qui n'est absolument pas celle-là, sans jamais nier les discriminations. Je maintiens que ceux qui affirment matin, midi et soir que les Français, alors puisqu'on parle de cela depuis tout à l'heure, de confession, en tout cas la population musulmane en France, et qui sont d'abord français, sont éternellement des victimes, que forcément ils doivent voir la France à travers les yeux de l'histoire et de la colonisation, et que tout a été mauvais. Je pense que non, je pense qu'on peut être équilibré et nuancé, et que faire toujours des mêmes les victimes éternelles et permanentes, vous allez les assigner à résidence sociale et culturelle pendant des années, et jamais vous ne les laisserez émerger. Pourquoi ? Parce que ça les arrange d'avoir ces mêmes Français comme victimes. Alors à un moment, ça suffit, laissez-les s'épanouir et ne les considérez pas comme des victimes. Tout le monde est assez grand pour se prendre en charge dans un pays comme la France. Merci Sonia Mabrouk. Insoumission française aux éditions de l'Observatoire.